Il est 19h50, bonsoir à tous. Voici les titres de l'actualité de ce lundi. La Côte d'Ivoire renforce ses capacités de production d'électricité. Le Premier ministre a inauguré la première tranche de l'extension de la centrale thermique d'Azito, une infrastructure en mesure de produire 180 MW supplémentaires. Les transporteurs menacent d'augmenter leurs tarifs sur l'axe Abidjan-Bassam en raison des prix pratiqués sur le nouveau péage de Grand Bassam, jugé trop élevé. Et puis nous irons dans le nord du pays pour faire un point sur les conflits entre agriculteurs et éleveurs, des conflits parfois meurtriers qui persistent malgré de nombreuses initiatives. Le Premier ministre Patrick Hachi a procédé lundi à l'inauguration de la première tranche de l'extension de la centrale thermique d'Azito. Cette infrastructure moderne, appelée aussi phase 4, a une capacité de production de 180 MW. Elle va accroître de façon substantielle l'offre du pays en matière énergétique. Pierre Dipomella, Mathurin Badet. La centrale thermique d'Azito, fleuron de la production électrique en Côte d'Ivoire, poursuit son extension. Le Premier ministre Patrick Hachi a mis en marche la turbine GT21, une infrastructure de dernière génération qui booste la production nationale de 180 MW en cycle ouvert à 253 MW en cycle fermé. Elle porte ainsi la capacité de production de la centrale à plus de 710 MW, soit près de 30% de la puissance totale installée en Côte d'Ivoire. Cette ambition puissante devra se concrétiser de deux façons, qu'incarne parfaitement cette nouvelle turbine d'Azito. D'une part, satisfaire pleinement nos besoins en électricité au plan national, mais également le faire grandir encore pour soutenir la croissance de notre démographie, de notre agriculture, de notre industrie et de toutes les consommations d'énergie. Mais également produire assez d'électricité pour pouvoir exporter, comme je le disais, vers de nombreux pays de la sous-région. Alors que nous enregistrons un taux de couverture d'électricité de 33% en 2011, grâce à la stratégie et au leadership de son Excellence, M. le Président de la République, en mars 2022, plus de 82% des localités ont accès à l'énergie électrique en Côte d'Ivoire. Et demain, l'objectif très concret du programme Côte d'Ivoire solidaire, c'est d'atteindre 100% de couverture grâce au programme social du gouvernement PS-Gouv 2, afin de parachever ainsi l'immense ambition d'être une nation en marche, moderne et prospère. Ce projet, d'un coût total de 217 milliards de francs CFA, est financé à 80% par des partenaires financiers, entre autres la Société financière internationale, membre du groupe de la Banque mondiale, la Banque africaine de développement, la Banque ouest-africaine de développement, Proparco, filiale de l'Agence française de développement, l'Agence allemande de développement, DGE. 20% du financement de la phase 4 est assuré par les actionnaires Globelec et IPS West Africa. On serait tenté de l'appeler le péage de la discorde. Depuis sa mise en œuvre ce vendredi 24 juin, le poste à péage de Grand Bassam pratique des tarifs jugés trop élevés par les usagers de la route. Des tarifs compris entre 1 000 et 3 500 francs CFA selon le type de véhicule. Un coût supplémentaire que les acteurs du transport sur cette ligne menacent de répercuter sur celui du trajet. Certains sont même déjà passés à l'action, une situation qui suscite des réactions diverses chez les passagers. Nadia Eja et Tanguy Conin. Les craintes des voyageurs sur l'autoroute de Grand Bassam se confirment. À en croire Jean-Baptiste Kofi, président d'une association de consommateurs, le prix du transport sur l'axe Abidjan-Bonois et au-delà a été revu à la hausse. Bonois sont passés de 700 à 900 immédiatement après l'inauguration du péage. Une information qui n'a pas été confirmée par ces acteurs du transport à la gare de Bassam à Trècheville. L'augmentation évoquée par certains témoins reste officieuse et pratiquée par des transporteurs véreux. Mais l'intention de revoir le coût du transport à la hausse est bien là. 700 francs quand on charge une voiture à la gare avec 14 places, la recette qu'on donne à le chauffeur, ça fait 9 000 francs. Et les 9 000, quand le chauffeur prend 6 000 francs, aller à la station, payer carburant, aller-retour, ça lui reste 3 000 francs. Et les 3 000 francs, on paye le péage 1 500 francs pour aller. Le retour, 1 500 francs. Il ne faut pas qu'on va oublier que ce chauffeur-là, il a une famille à nourrir. Il doit avoir des enfants à l'école, soigner sa famille, mais je pense que c'est trop exagéré. Il faut que l'État revoie la baisse de ce prix. Sinon, dans le cas contraire, nous serons obligés d'augmenter le transport pour ne pas disparaître. Pour eux,
la voie alternative traversant la ville historique n'est pas la meilleure option. D'abord, ça craint le bouchon. Et de deux, dans la ville de Bassam, pour traverser, pour venir, la route n'est pas en bon état. Même réalité dans cette gare d'Aboisseau, située à Adjamé. Si rien n'est fait, le coût du voyage actuellement fixé à 2000 francs CFA sera revu à la hausse. Si c'était au moins 1500, au moins ça allait nous arranger. Mais 2500 là, on est obligé d'augmenter le transport. Au moins 100 francs de plus pour pouvoir payer le péage. Moi, je ne passe pas sur l'ancienne voie. Les gars sont pressés pour aller travailler. Je vais prendre l'ancienne voie, faire tout le temps là-bas, non. Je vais passer sur l'autoroute. Une nouvelle qui n'est pas du goût de tous. On ne doit pas quand même profiter sur ça pour augmenter sur le prix du transport. S'il s'agit sur un transporteur, mais nous les clients là, qui nous pardonnent. Si les prix continuent de grimper comme ça là, nous autres qui voyageons beaucoup, que serait maintenant notre sort? Acteurs du transport aux passagers, tous ont les yeux rivés vers l'État pour une solution convenable pour tous. Nous avons peur. Nous avons vu à Tingué. À Tingué, nos jeunes frères qui roulaient, les agoutis là-bas, aujourd'hui ils ont disparu. Nous faisons un cri de cœur pour qu'on puisse revenir au rabais de l'autoroute, pour permettre à ce qu'on évacue les gens qui vont à leur boulot. Il faut que le ministre du Transport fasse quelque chose. Même si c'est le système qui est là, il faut que lui-même il se mette à nous à notre place et trouver un terrain d'entente et réduire un peu les prix. Pour rappel, passer le péage coûte 1000 francs CFA pour les véhicules légers, 1500 francs CFA pour les véhicules intermédiaires, 2500 francs pour les autocars ou les véhicules à 2 essieux et 3500 francs pour les véhicules à 3 essieux et plus. Direction Atié-Guakro, petite localité proche de la capitale politique Yamoussoukro, où une ONG a initié une campagne de sensibilisation à l'endroit des femmes enceintes. En milieu rural, elles sont encore nombreuses à ne pas faire de consultation prénatale au cours de leur grossesse. Pour l'organisation, il s'agit surtout de préserver la vie et réduire la mortalité maternelle et infantile. Reportage de Nadia Eja. Centre de santé urbain d'Atié-Guakro, à une vingtaine de kilomètres de Yamoussoukro. Depuis le début de sa grossesse, c'est la première fois que cette jeune femme se rend dans un centre de santé pour une consultation prénatale. Cela après avoir ressenti des douleurs au ventre. J'ai mal au ventre à cause de ça, je suis venue. Ici, ça me fait mal, et puis ici. Une absence de soins médicaux adéquats qui a fini par engendrer des complications. On a fait en même temps l'échographie de cette patiente et on a constaté qu'il y a un problème. Il y a un circulaire du cordon et oligoamnios. Il n'y a plus de liquide amniotique derrière le bébé. Donc, quand c'est comme ça, c'est vraiment difficile. À notre niveau, on ne pourra pas faire l'accouchement. On va la référer à un niveau supérieur. Si elle était venue au premier trimestre comme ça, on pouvait constater cela. Et si elle avait fait une échographie un peu tôt, on pouvait le constater. Sensibiliser les femmes enceintes afin de leur éviter des situations critiques pendant cet épisode crucial de leur vie, c'est à cela qu'œuvre l'ONG EMO, ensemble, menant des œuvres humanitaires. Avec la distance, beaucoup de femmes ont des difficultés pour se rendre dans nos centres de santé. Donc, souvent même elles sont enceintes jusqu'à 6, 8 mois, voire même 9 mois. Elles ne fréquentent pas les hôpitaux. La sensibilisation va nous amener à diminuer les taux de mortalité en couche et puis vraiment à suivre le programme de vaccination de la mère et de l'enfant surtout. Je pense que la cible a positivement capté le message. Le message a été diffusé tant en français qu'en langue locale. Certaines femmes ont pris l'engagement de changer de comportement. L'activité organisée par l'ONG s'est achevée par un dîner gala de bienfaisance afin de récolter des fonds pour un plus grand impact sur la santé de la mère et de l'enfant. Les conflits entre éleveurs et agriculteurs perdurent depuis de nombreuses années dans plusieurs localités du nord du pays. Des conflits nés du phénomène de transhumance et de raréfaction des zones de pâturage. Malgré plusieurs initiatives locales et sous-régionales pour restaurer une cohabitation pacifique entre ces deux groupes d'acteurs importants du développement du pays, ces affrontements persistent. Un point de la situation dans le Thiologo avec Mardoché Kouassi et Mathurin Badé. Ce cultivateur s'attelle en cette saison des pluies qui démarre à labourer ses champs pour la culture du coton et du maïs. Avec ses enfants et petits-enfants en vacances au village, qui prennent plaisir à l'accompagner au champ, ils doivent redoubler de vigilance pour éviter de se faire surprendre par des troupeaux de bœufs ou de moutons à la recherche de pâturage qui pourraient détruire les cultures ou les sillons préparés pour la semence.
Une situation à laquelle les cultivateurs de la région du Tchologo sont confrontés chaque année. Quand on commence la culture, même hier, là, j'avais les moutons ici pleins. Si je n'étais pas là, ils vont venir brouter les petits cotons que tu as vus. Alors, donc ça ne manque pas. Actuellement, je suis en train de travailler. Et je vais partir à la maison, ils vont venir. Et quelquefois même, il faut prendre les traces pour pouvoir aller les retrouver. Et quand tu les retrouves, ils disent que ce n'est pas lui seul qui est dans la brousse. Ils gâtent notre maïs, biocoton. Actuellement, là, on a nettoyé les champs. On vient de commencer de cultiver, mais eux, ils voient les herbes là, ils doivent venir mettre leurs bœufs ici. Parce que s'ils mettent dans les forêts, ils ne vont pas voir les bœufs. Or, pourtant, nous aussi, vraiment, quand on fait le coin propre comme ça, là, on ne veut pas que les bœufs rentrent. Cette transhumance entraîne parfois des conflits qui sont réglés pour la plupart à l'amiable, mais parfois devant la justice. Quand ça arrive, on s'en va voir le chef, lui expliquer. Et puis maintenant, on appelle l'éleveur, et puis on vient, on juge cette affaire. Voilà. Si on n'est pas tombé d'accord, maintenant, ça va voir le chef de canton. Dans le même champ là, moi, j'ai vécu ce même cas là. Cette affaire a été arrivée chez le commandant. C'est le commandant qui avait défini ce problème. Parce que quand ils ont réfléchi chez le chef nous a envoyé chez le commandant. Et quand on est parti chez le commandant aussi, le commandant a accepté et réglé ce problème-là. Une situation épuisante pour ces cultivateurs, qu'ils ne savent plus à quel sein se vouer. Ils appellent au secours. Si vous avez la possibilité de nous aider, ça va nous faire plaisir. Même moi, au lieu que tu vas venir détruire mon champ et venir me payer l'argent là, je ne suis pas content de cet argent. Parce que ça ne pourrait rien me faire. Ce que je récolte dans mon champ là, si je fais, ça avec la force. Mais dire que je dois aller prendre l'argent des bœufs, ça dit même, ils vont détruire ton champ, cet argent-là ne va rien même te faire. C'est mieux que même tu gagnes ta récolte. Moi, je préfère ça, quoi. Mais si vous pouvez nous aider, aidez-nous. Sinon, on ne sait pas quoi faire. Même s'il est difficile, voire impossible, de mettre fin à ces conflits du fait de la spécificité de cette région, qui reçoit chaque année des troupeaux en transhumance, les autorités administratives essaient tant bien que mal de régler les différents conflits à l'amiable et s'attellent à éviter le pire. Les mécanismes sont déjà très bien mis en place parce qu'on a une organisation qui fait que tous les conflits, avant d'arriver même à l'autorité, on arrive à gérer au niveau de la communauté. Donc il y a les comités de gestion des conflits et les agriculteurs qui sont mis en place dans chaque village. Et donc c'est quand ce comité n'arrive pas à gérer un conflit que le problème est remonté à l'autorité administrative. Et si après l'autorité administrative, il n'y a pas d'accord, il n'y a pas d'entente, bon, ça passe au niveau judiciaire. On arrive à trouver le consensus, parce que c'est toujours une question de dégâts, comment dédommager la personne qui a subi le dégât, que ce soit l'agriculteur, au niveau de l'agriculteur ou bien au niveau des éleveurs. C'est connu, la transhumance est un phénomène inhérent à la partie septentrionale de la Côte d'Ivoire. Conscient de cette situation, le gouvernement ivoirien a décidé de prendre à bras le corps le conflit récurrent éleveurs-paysans qui secoue des localités de la zone nord du pays depuis plusieurs années en adoptant un projet de loi pour une gestion satisfaisante du foncier agropastoral. La question de la scolarisation de la jeune fille demeure une préoccupation majeure pour les autorités ivoiriennes. Le gouvernement, avec l'appui de bailleurs internationaux, a mené plusieurs campagnes de sensibilisation dans le pays, sans oublier la politique de l'école pour tous lancée il y a quelques années. Des actions qui commencent à porter leurs fruits, notamment dans le nord du pays, comme nous le montre ce reportage de Mardoché Kouassi et Mathurin Badé. Fatoumata Sidibé, élève en classe de 6e au collège moderne de Togoniré dans le département de Ferkessédougou, au nord de la Côte d'Ivoire, est sortie major de son établissement au terme de l'année scolaire 2021-2022 avec une moyenne de 17,23 sur 20. Elle est issue d'une fratrie de 5 filles, dont 4 déjà scolarisées, la dernière n'ayant pas encore atteint l'âge requis pour aller à l'école. Dans cette partie du pays réputée opposée à la scolarisation de la jeune fille, Fatoumata se réjouit de bénéficier d'autant de privilèges et espère réussir ses études. Je suis contente d'être la première du collège. Je suis très contente d'aller à l'école parce que chez nous, les parents ne veulent pas mettre les filles à l'école. Plus tard, je vais devenir infirmière. Je demande aux autres parents de mettre les filles à l'école car c'est très
très important. La situation qui prévaut dans la famille Sidibé est en fait conforme à la nouvelle dynamique concernant la scolarisation de la jeune fille dans le nord du pays, comme le confirme la directrice de l'école primaire publique de Togo-Nyéré. J'ai constaté que l'effectif des filles est supérieur à l'effectif des garçons. C'est depuis 8 ans que je constate cela. On avait l'information qu'au nord, on ne mettait pas les filles à l'école. Et ça m'a surpris de venir sur le terrain et de constater que c'était le contraire. Vraiment, les choses évoluent. Cette année, sur 345 élèves, il y a 179 filles et 168 garçons. Les filles ont commencé à se mettre au travail parce qu'on a compris qu'on peut avoir les mêmes chances que les hommes. La nouvelle génération de parents d'élèves a compris que la place d'un enfant, fille comme garçon, n'est nulle part d'autre qu'à l'école. Un changement de mentalité dû certainement aux nombreuses campagnes de sensibilisation initiées par l'État de Côte d'Ivoire, mais aussi et surtout au vu des résultats de la réussite sociale des premières filles scolarisées dans les différentes familles. Moi, dans ma famille, la seule fille qui a été à l'école, c'est elle qui fait l'espoir de la famille aujourd'hui. À l'époque, il y avait un directeur, celui qui passait dans chaque famille, ou bien il passait à la sous-préfecture pour recruter les enfants qui vont partir au CP1. Et souvent, quand la liste sortait, il y a des parents qui se plaignaient, qui ne voulaient pas que leurs enfants partent. Mais aujourd'hui, on n'a pas besoin d'aller dans chaque ou bien aller dire à telle personne, il faut aller et mettre ta fille à l'école. Il y a un changement de mentalité. Une nouvelle dynamique qui réjouit l'autorité locale, qui demeure vigilante pour maintenir le cap, même si cela nécessite parfois que certains parents recalcitrants soient recadrés. Les parents comprennent qu'il est important que chaque enfant, quel que soit son sexe, aille à l'école. En plus de la sensibilisation, on arrive quelquefois aux menaces. Parce que, par exemple, l'élève majeur de cette année en 6e, c'est une fille. Elle est issue d'une communauté dans laquelle on dit que les gens donnent facilement les filles en mariage. Non. Donc on a dû, au moment de la cérémonie des récompenses, donner un avertissement à ses parents sur place devant tout le monde. On voudrait que cette fille-là arrive au moins en 3e. Partout sur le territoire national, le gouvernement ivoirien ne ménage aucun effort pour lever les pesanteurs qui freinent l'accès des filles à une éducation de qualité. Même si cela semble donner des résultats positifs dans le nord du pays, notamment dans la sous-préfecture de Togo-Nyéré, le niveau de scolarisation des filles demeure faible en Côte d'Ivoire. Il est de 47,2% contre 63,8% pour les garçons. À Treichville, à l'approche de la fête de la Tabaski, il n'est pas rare d'assister à la vente de bétail en pleine rue. Eh bien, c'est terminé. La mairie l'interdit désormais. Un site de 2 hectares a été aménagé à Belleville pour les éleveurs et commerçants de petits ruminants. L'espace leur a été présenté par les autorités municipales. Les réfractaires à ces nouvelles dispositions s'exposeront à des sanctions. Pierre Dipomela. L'élevage et la vente de bétail en période de Tabaski est un moment de nuisance et d'inconfort pour des riverains à Treichville, où l'on trouve dans les rues et avenues du foin et des petits ruminants en vente. Les autorités municipales veulent mettre fin au désordre. Ce site de 2 hectares est désormais le seul et unique point de vente. Les éleveurs et commerçants sont sensibilisés à cet effet. Tabaski, chaque personne veut vendre son mouton et finalement le voisin se plaint. Voilà, donc comme la mairie, lui, il lutte pour la propriété de la commune. Donc c'est la mairie qui a trouvé ce site-là pour nous, pour qu'on puisse venir vendre les bétails ici. Nous sommes des éleveurs, c'est l'élevage des ovins. Nous faisons dans la commune de Treichville. Voici mes bêtes. Vous voyez des bêtes, là, des animaux qui sont issus de ma bergerie. Voilà. Donc on adore ce métier. Et c'est seulement ce que nous voulons, c'est l'appui de l'État. Le deuxième adjoint au maire, Maury Camara, a exhorté les populations à s'approprier le site, gage d'une sécurité des commerçants eux-mêmes et de leur bétail. Cette sensibilisation pourrait être suivie de répression contre ceux qui continueraient la vente à la criée dans les rues. Notre adresse à la jeunesse va en conformité avec la loi interdisant la divulgation des animaux. Et nous, ici à Treichville,
On a toujours voulu sensibiliser d'abord avant de sévir. En dehors des vendeurs eux-mêmes, ils font l'élevage souvent dans des habitations où vivent des locataires, ou bien sur des trottoirs, ou bien sur des rues et des avenues. Ça ne présente pas bon. Nous devons donner une belle image. Et la commune de Treichville nécessite réellement que nous amenons nos jeunes frères à comprendre qu'il faut trouver un espace adéquat pour faire la vente et la commercialisation du bétail. Surtout que c'est des vendeurs occasionnels. Cette opération avait connu un succès l'année dernière. Le site avait été pris d'assaut par les commerçants de bétail, réduisant ainsi les nuisances telles que l'insalubrité, l'obstruction de la voie publique. La mairie remet le couvert pour maintenir le cadre de vie propre. À présent, direction le Rwanda, incursion dans la vie des migrants africains dans un centre de transit. Ils sont nombreux, ceux qui peinent à trouver une issue favorable à leur demande d'asile. Pourtant, Kigali attend des migrants clandestins en provenance du Royaume-Uni dans le cadre d'un accord controversé entre les deux pays. Témoignages de migrants africains entre espoir et frustration dans ce reportage de Pierre Dipomela. Cela fait presque un an qu'Ismaël Hamdan Banaga est arrivé au Rwanda. Un an d'attente infructueuse sur sa demande d'asile au Canada. Ce que je n'aime pas, c'est que je fais partie des réfugiés qui ont été victimes de discrimination dans ce camp. Le traitement des dossiers est extrêmement lent dans mon cas. J'ai soumis mon dossier pour aller au Canada, mais depuis décembre, les autorités ne cessent de me donner différentes raisons pour expliquer pourquoi mon dossier est retardé et toujours pas approuvé. Je vois que d'autres demandeurs d'asile ici ont déjà quitté Gachora. Mais moi, je ne connais pas la raison concrète pour laquelle je suis encore ici. Et c'est ce qui me déplaît. Près de 1100 migrants sont accueillis ici depuis 2019 dans le cadre d'un programme d'accueil de réfugiés venus de Libye. Quand je suis arrivée au Rwanda, j'ai senti que je me sentais bien sûr, parce que quand j'étais en Libye, j'ai essayé de traverser la mer Méditerranée 4 fois, j'ai échoué et j'ai même vu la mort des gens de mes propres yeux. Notre problème est que nous sommes venus au Rwanda pour partir, pas pour rester ici. Et parce que j'ai laissé nos enfants derrière nous, nous avons laissé nos frères derrière nous, notre mère derrière nous, et ici, nous sommes juste assis comme ça. Nous voulons travailler parce que nous voulons les soutenir. Le Rwanda doit désormais recevoir des migrants clandestins expulsés du Royaume-Uni dans le cadre d'un accord qui a suscité les condamnations d'ONG, de l'ONU et de l'Église anglicane. Aucun n'est arrivé pour l'instant, après que le premier charter a été bloqué par une décision de la Cour européenne des droits de l'homme. Le gouvernement rwandais a assuré se tenir prêt à leur offrir sécurité et opportunités sur son sol. C'est la fin de ce journal, merci de l'avoir suivi. On se donne rendez-vous demain et bonne suite de programmes sur NCI.